Howdy folks! Aujourd'hui, je vais éclaircir un point que je vois beaucoup revenir sur internet depuis la semaine dernière. On entend en effet dire que les États-Unis ne seraient pas un pays, mais une corporation détenue par des intérêts étrangers. Tout ça n'a rien de nouveau, et c'est une vieille théorie qui est redevenue populaire sur internet dans les cercles pro-Trump qui veulent croire à un plan qui va ramener le 45e président américain au pouvoir. Dans cette vidéo, Faux et usage de faux, nous allons explorer l'origine de cette théorie, décortiquer les sources, et enfin analyser le lien que ça pourrait avoir avec l'élection présidentielle de 2020. Vous êtes sur The American Dream et regardez Faux et usage de faux, l'émission où l'on analyse, confirme ou infirme une idée reçue sur les US. Commençons par le commencement. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies britanniques en Amérique déclarent leur indépendance de la couronne. Mais cependant, la guerre d'indépendance a pris fin officiellement en 1783 avec la signature du traité de Paris. Ce traité est très en faveur des États-Unis et ne semble pas donner grand-chose à la couronne. Les Britanniques reconnaissent les États-Unis, c'est-à-dire les 13 colonies maintenant indépendantes, comme des États indépendants, libres et souverains. Le traité précise aussi que la couronne britannique et ses héritiers renoncent au gouvernement, à la propriété et aux droits territoriaux de ce que sont maintenant les États-Unis. Le traité définit également les frontières et précise que la couronne renonce au contrôle de ses terres. Les États-Unis se voient également donner un droit de pêche sur les côtes du Canada et sont autorisés à conserver toutes les propriétés de l'armée britannique abandonnées sur le territoire. En échange, les États-Unis doivent encourager la restitution des terres confisquées aux loyalistes, c'est-à-dire à ceux qui ont défendu la couronne. Les Britanniques conservent un droit d'accès au Mississippi, rivière très importante connectant le Canada au golfe du Mexique. Et enfin, tous les prisonniers de guerre doivent être rendus et les dettes contractées l'un envers l'autre, publiques et privées, doivent être honorées. A priori, les États-Unis ressortent grands gagnants de cette guerre d'indépendance. Ils conservent leur territoire, ses ressources, et les Britanniques lâchent leur grippe sur l'Amérique. Alors pourquoi est-ce que la couronne a signé un tel traité? La réponse est par intérêt économique. De toute façon, l'Empire britannique allait perdre cette bataille. Aucune chance à l'époque de remporter cette guerre à long terme où les US se battent à domicile alors que la Grande-Bretagne se retrouve à 3 semaines de bateau. Les 13 colonies allaient finir par asseoir leur indépendance, et en signant ce traité de paix à Paris de 1783, la couronne britannique enterre la hache de guerre et ouvre la porte à des échanges économiques prospères entre l'Empire et le Nouveau Monde. On avance un petit peu dans l'histoire en 1787, où la Constitution américaine est créée, mais ne sera ratifiée que l'année suivante, et rendue effective que le 4 mars 1789, lorsque George Washington, le premier président des États-Unis, rentrera en fonction. Ce célèbre document, toujours en vigueur aux US, bien qu'ayant subi quelques amendements au fil du temps, décrit comment fonctionne le gouvernement fédéral en tant que chapeau au-dessus des gouvernements indépendants que sont les États des États-Unis d'Amérique. La Constitution a été écrite par les grosses têtes de l'époque, bien entendu, mais a quand même été écrite au nom du peuple. On le sait grâce au préambule du document avec le fameux « We the People ». Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité du territoire, pourvoir à la défense commune, promouvoir le bien-être général et assurer la liberté à nous-mêmes et à notre descendance, ordonnons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Bon voilà, c'était un peu long pour revenir sur les bases, mais au moins on a fait le point sur comment les États-Unis ont pris leur indépendance. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'États-Unis qui serait une corporation, sous-entendu une société, contrôlée par des intérêts étrangers? Pour bien comprendre ça, je vais devoir vous parler de Washington DC. Vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur Washington DC, lien en description, DC est un district fédéral et pas un État. D'ailleurs, la ville n'existait pas avant la Révolution, et dans la Constitution, on retrouve dans l'article 1, section 8, que le Congrès a le pouvoir d'exercer une législation exclusive sur un district n'excédant pas 10 miles carrés. On voit bien que déjà dans la Constitution, on prévoit la création d'une capitale fédérale administrée par le Congrès. Tout devient concret en 1790, avec le Residence Act, lorsque le Congrès ordonne de trouver un terrain et de commencer la construction de cette capitale. La construction va prendre du temps. D'ailleurs, saviez-vous que George Washington, le premier président, n'aura jamais vécu à la Maison-Blanche? Et oui, le bâtiment était toujours en construction, et John Adams en 1800 fut le premier résident du palais présidentiel. On avance un peu dans l'histoire, jusqu'en 1871, et comme toutes les choses gérées par le Congrès, Washington DC est un dépotoir.
La capitale a rapidement grandi depuis 1800 et John Adams, et le Congrès a délaissé complètement la gestion de la ville, à tel point que beaucoup demandent même à déplacer la capitale. En 1871 est passé le District of Columbia Organic Act, qui vise à donner son propre gouvernement à Washington DC. Je vous ai mis un lien en description vers le document, et on y reviendra. Mais en gros, ça précise qu'on va créer un comté qui va regrouper les différentes petites villes qui se trouvent sur le territoire. Oui, à l'époque, il y avait plein de petits villages, et c'était pas la grande métropole que l'on connaît aujourd'hui. Bref, en passant cette loi en 1871, le Congrès délègue la gestion de Washington DC à son propre gouvernement, c'est-à-dire, comme partout aux États-Unis, à des élus, des maires, des adjoints, qui vont eux pouvoir définir un budget et s'occuper de la ville sans demander la permission au Congrès comme c'était fait avant. Grâce à ces nouveaux pouvoirs, les habitants du district ont pu organiser leur comté bien mieux qu'un Congrès rempli de dizaines d'élus d'États différents ne l'avait fait depuis 1800, et ceci a permis de développer la ville et de la sortir de sa mauvaise réputation qu'elle avait en 1871. Maintenant, je pense que nous avons les bases pour analyser notre histoire de corporation des États-Unis. Pour la suite, je vais me baser sur cet article de Federal Jack, qui sert de source à tous ceux qui poussent cette théorie. Cet article, on a pu le retrouver dernièrement sur des chaînes françaises traduites, et mon problème n'est pas avec la traduction, mais avec le contenu. Lisons donc cet article. Depuis l'acte de 1871 qui établit le District of Columbia, nous vivons dans la corporation des États-Unis, qui appartient à des grands banquiers internationaux et aristocrates d'Europe et de Grande-Bretagne. Oh, ok, ça commence fort. Bon, continuons pour avoir tous les arguments. Ok, maintenant on a deux phrases pour nous dire qu'il y a un seul mot qui a été changé mais que c'est très important pour la suite. Donc là on a le 21 février 1871, le Congrès dote le District de Columbia avec un gouvernement. C'est aussi connu sous le nom de l'acte de 1871. Sans avoir cette autorité, le Congrès a créé une nouvelle forme de gouvernement dans le District of Columbia, une parcelle de 10 miles sur 10 miles. L'acte de 1871 forme une corporation appelée les États-Unis. La corporation appartient à des intérêts étrangers. Avec l'acte de 1871, la constitution organique a été dégradée. La Constitution des États-Unis d'Amérique est alors devenue la Constitution des États-Unis d'Amérique incorporée. Bon, il y a trois choses qui sont avancées dans cet article, j'ai mis le lien en description. Première chose, l'acte de 1871 a créé une corporation appelée les États-Unis d'Amérique. Deuxième chose, le Congrès n'avait pas l'autorité de changer le gouvernement dans le district. Et troisième chose, la Constitution a été modifiée illégalement. Bon, on va directement régler le point numéro 2, parce que c'est assez facile. On le sait parce qu'on l'a vu dans la Constitution. Dans l'article 1, section 8 de la Constitution, le Congrès a l'autorité législative complète et exclusive pour gérer ce district de 10 miles sur 10 miles qui deviendra Washington DC. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, le Congrès avait parfaitement le droit de mettre en place un nouveau gouvernement à Washington DC. Bon, ça c'est fait, maintenant occupons-nous du point numéro 1. Allons faire un tour sur ce fameux acte de 1871, lien en description également. Je pense que pour commencer, il faudrait y trouver une référence à une certaine corporation des États-Unis, comme c'est dit dans l'article. Eh bien, il n'y a rien de tout ça. Jamais dans le document, je vous laisse vérifier, on ne parle de corporation des États-Unis. Le mot corporation s'y trouve bien à plusieurs reprises, et je pense qu'il n'en fallait pas plus à certains pour conclure que la source doit être vraie. Mais regardons comment ce mot corporation est employé. Qu'il soit promulgué par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, assemblée en congrès, que tout le territoire des États-Unis inclus dans les limites du District of Columbia soit créé un gouvernement du nom de District of Columbia et que par ce nom soit constitué un body corporate for municipal purpose. Je n'ai volontairement pas traduit la fin pour vous laisser voir que dans la version originale il y a bien le mot corporate. Alors ça y est, tout est vrai finalement, vrai et usage de vrai. L'acte de 1871 semble mettre en place une corporation du nom de District of Columbia. Qui dit corporation dit que je peux y acheter des parts, que c'est une entreprise, et voilà pourquoi la capitale des US serait détenue par des puissances étrangères. Bon, pas si vite. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'est une corporation? Bah oui, on a tendance à imaginer grosse multinationale, dividendes, parachute doré quand on entend corporation. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Allez, dictionnaire. La définition ne fait pas de doute, et je vous donne ici un exemple dans Merriam-Webster, mais vous pouvez trouver le même sens partout ailleurs. Une corporation est un groupe de marchands ou de commerçants réunis dans une guilde commerciale. Ah, nous y voilà! Non, attendez, pas si vite. Ou bien, ça veut pouvoir dire aussi l'autorité municipale d'un village ou d'une ville. C'est moins impressionnant d'un coup, hein. La définition continue et on nous dit qu'une corporation peut aussi signifier un organisme formé et autorisé par la loi à agir en tant que personne unique, bien que constituée par une ou plusieurs personnes. En fait, finalement, une corporation, c'est une entité morale au sens large,
Et oui, dans le langage courant, on utilise maintenant plutôt ce terme pour des grosses multinationales. Mais une corporation, ça peut très bien être votre club de foot, la ville dans laquelle vous vivez et même un pays tout entier. D'ailleurs, si l'on revient sur notre fameux texte de 1871, on nous dit un peu après qu'il faut créer une corporation municipale qui peut contracter et être sous contrat, peut poursuivre en justice et être poursuivie, plaider et être mise en cause et avoir un sceau. Si ça, c'est pas la définition d'une personne morale, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, le terme corporation pour désigner une ville est très courant aux États-Unis, encore aujourd'hui. Si vous recherchez des maisons à la campagne, vous verrez souvent des annonces qui vous disent que votre maison se trouve dans une unincorporated area, c'est-à-dire dans une zone qui ne fait pas partie de la corporation, c'est-à-dire en dehors de la ville. Ces terres sont appréciées des personnes indépendantes, puisque si vous êtes en dehors de la corporation, vous ne payez pas d'impôts locaux. Pour résumer, on ne trouve aucune mention dans l'acte de 1871 d'une corporation des États-Unis. La seule mention du mot corporation fait référence à la création de la personne morale indépendante, qui est le District of Columbia. Et oui, rappelez-vous, le but de cet acte est bien de donner à DC son propre gouvernement, pour que le district puisse s'organiser sans l'aval du Congrès. Et je vais même vous dire, quand bien même on parlerait d'une corporation des États-Unis, comme on l'a vu, corporation ne signifie pas que c'est une entreprise, mais bien une entité morale indépendante qui a le pouvoir d'agir comme une seule personne. C'est bien la définition large d'un pays, tout comme c'est la définition large d'une entreprise, mais aussi d'une association, et plus généralement de n'importe quelle personne morale légale. Revenons donc à l'article de Federal Jack. On nous dit que la Constitution a été remplacée illégalement. Je vous rappelle que le Congrès ne peut pas voter de changement de la Constitution comme ça. Il faut que la législature d'État de plus des 3/4 des États soit d'accord. L'acte de 1871 ne modifie pas la Constitution. Et encore une fois, je vous invite à vérifier, parce que j'ai laissé le texte original en description. La Constitution n'a pas été modifiée, il n'existe qu'une seule Constitution des États-Unis, qui a certes subi des amendements au fil du temps, mais qui n'a certainement pas été modifiée en 1871. Rappelez-vous qu'à l'époque, le pays sortait tout juste d'une guerre civile. Est-ce que vous pensez vraiment que le Sud ait laissé la majorité républicaine au Congrès faire ça ? Et même si ça avait été fait, il n'y a aucune trace du deuxième constitution nulle part. Celle qui est exposée aux archives nationales est la seule et unique constitution des États-Unis. Aucune modification n'a été faite en 1871, il n'y a aucune preuve qui supporte une telle modification. Les États-Unis d'Amérique ont agi en tant que pays souverain depuis 1789, et ce jusqu'à aujourd'hui. Alors d'où vient cette histoire qui soudainement semble refaire surface ? Eh bien, il s'agit pour beaucoup du dernier espoir de voir Donald Trump revenir à la présidence. Selon certains, et encore une fois, vous me connaissez, j'affiche personne sur la chaîne, il existerait une deuxième constitution des États-Unis qui aurait été mise en place secrètement depuis 1871, et Donald Trump reviendrait en sauveur le 4 mars prochain en tant que 19e président des États-Unis. C'est-à-dire juste après Ulysses S. Grant, qui était le 18e président des États-Unis, en place en 1871. Pourquoi le 4 mars, me direz-vous ? Eh bien, avant le 20e amendement en 1933, les présidents commençaient leur mandat le 4 mars et non le 20 janvier. Bref, cette histoire n'a aucun sens. L'acte de 1871 qui donne son propre gouvernement au District of Columbia n'a pas modifié la Constitution. Si ça avait été le cas, on aurait un avant-après, et on pourrait comparer ce qui a été modifié. Bien entendu, l'article de Federal Jack nous demande de le croire sur parole et ne présente pas les deux versions côte à côte. L'acte de 1871 donne son propre gouvernement à DC. Ce faisant, crée la corporation du District of Columbia, c'est-à-dire la personne morale qui représente la ville. À aucun moment, l'acte de 1871 ne parle de corporation des États-Unis. Et même si ça avait été le cas, corporation veut dire personne morale et pas entreprise. Bon voilà, je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos debunk d'actualité. Mais j'ai vu cette histoire de deuxième constitution et d'acte de 1871 prendre de l'ampleur sur internet, et je souhaite couper l'herbe sous le pied de cette théorie. À ceux qui vous la racontent, demandez-leur où se trouve cette deuxième constitution. Demandez-leur comment ça se fait qu'elle ne soit documentée nulle part, et que toutes les jurisprudences des US se soient basées sur la seule vraie constitution publique depuis 1789, et non sur un deuxième document secret. Demandez-leur de regarder la définition d'une corporation, et surtout, comment ce mot est utilisé pour définir les gouvernements municipaux aux États-Unis, encore aujourd'hui. Je voudrais finir sur une dernière chose. Tous les États sont des corporations au premier sens du terme, bien entendu. Ce sont des personnes morales au même titre que des entreprises. Dans le cas des États-Unis, dont le budget du gouvernement fédéral est égal au PIB du Mexique, il ne fait aucun doute que ce pouvoir est convoité par des puissances étrangères. Il n'y a pas besoin de créer une deuxième constitution ou de pinailler sur la définition du mot corporation pour se rendre compte que certains ne s'engagent en politique que pour avoir du pouvoir, et que des entreprises privées ont parfois un intérêt à essayer de corrompre le gouvernement plutôt qu'à se battre sur les marchés. Ça, on l'a vu dans notre vidéo sur le chronicapitalisme, le lien est en description. Sur tous ces sujets de lobby et de corruption, je veux bien discuter. Par contre,
Quand certains avancent qu'une deuxième constitution a été signée en secret et que Donald Trump va revenir pour délivrer le peuple, je vous dis juste de regarder ce qu'on vous dit. L'acte de 1871 ne parle pas de ça. Ceux qui vous racontent ces histoires sont incapables de sourcer plus loin que l'article de Federal Jack qui ne source rien non plus. Allez, je suis pas là pour faire la morale à quiconque. Je vous ai présenté mon analyse de l'acte de 1871 et mon avis sur la question. Questionnez-vous justement et ne croyez jamais sur parole. Je vous laisse toujours des liens en description vers ce que j'avance et demandez à toutes vos sources d'informations d'en faire autant. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Nous sommes vraiment une communauté de gens raisonnables qui essayent vraiment de construire un raisonnement logique derrière ce qu'on avance. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.